Chers amis, bonsoir. J'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois Stéphane Rosès, qui a accepté de venir pour parler d'un numéro très intéressant de la revue Politique et parlementaire consacrée aux imaginaires. Et dans ce numéro, que vous trouverez facilement, il y a des contributions, d'abord de Stéphane Rosès lui-même, qui a coordonné le numéro, mais également d'un certain nombre d'amis qui viennent assez régulièrement ici. Je pense à Marcel Gauchet, je pense à Patrice Guénifet, je ne citerai pas Alain Suppiot qui n'est pas encore venu, mais qui nous a promis de venir et qui a donné lui aussi un très intéressant entretien à cette revue. Donc nous allons parler des imaginaires à l'épreuve du néolibéralisme. Chers amis, je vous passe la parole et ensuite, si vous le voulez bien, vous répondrez à nos questions. Merci beaucoup de votre accueil et je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis vos travaux, vos initiatives et je disais même qu'à la fin des années 70, militant trotskiste à la LCR, nous avions des débats internes pour le fait de savoir si la NAR, c'était l'extrême droite des fascistes ou autre chose. Et je me souviens qu'à l'époque, je défendais en interne, car si les rapports en externe pouvaient être rugueux, j'étais au service d'ordre. En interne, ça débattait pas mal. Et je me souviens avoir dit, ah non, mais la NAR, c'est plus compliqué que ça. C'est plus... Et donc, à la fin de la vie de Daniel Ben Saïd, moi, je suis resté jusqu'à la fin ami avec lui, même si mes derniers engagements, il y a 25 ans, étaient chevènementistes. Mais effectivement, votre cercle accueille des gens fort divers, dont ceux qui ont contribué, que vous avez cités au numéro de la revue Politique et parlementaire, Les imaginaires, l'éternel retour, coordonné par Arnaud Benedetti, qui dirige dorénavant cette revue, qui lui donne le lustre nécessaire. C'était la plus ancienne revue avec la revue des Deux Mondes qui visait à réarmer les élites à la fin du XIXe siècle. Donc je suis content d'être parmi vous et c'est l'occasion d'ailleurs pour moi de vous dire que le 10 novembre sortira un livre Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, d'entretien justement avec Arnaud Benedetti, où je développe au fond des réflexions issues de mon exercice professionnel, car je ne suis pas un universitaire, je ne suis pas un chercheur, je suis un professionnel qui pendant 35 ans a été sondeur, puis conseil. J'ai travaillé confidentiellement comme sondeur et conseil pour 3 présidents de la République, mais surtout pour des entreprises, des territoires, des États. Et au fond, au bout d'un certain temps, je me suis aperçu qu'il y avait des choses troublantes dont je devais rendre raison. D'abord, des contradictions. Les Français sont les plus pessimistes au monde, alors que notre modèle social, quoique affaibli, est enviable et envié par nos amis étrangers. Mieux vaut être un salarié ou un Français qu'un Allemand, un Anglais. Toutes les données convergent. Donc nous sommes les plus pessimistes au monde, alors que notre situation, quoique dégradée, est comparativement tout à fait enviable encore. Deuxièmement, les inégalités s'accroissent, mais idéologiquement, le pays se recentre. Macron
Le Pen, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon utilisent dorénavant des termes comme patrie-nation. Ils en donnent chacun des définitions différentes. Mais il y a un phénomène de recentrement idéologique du pays autour de notions qui étaient peu portées. Vous les avez portées, hein, les notions de nation, de citoyenneté. Je parlais du courant chevènementiste, hein, de république, mais il y a 25-30 ans, quand j'étais encore plus jeune, et dirigeant, des 10 dirigeants du mouvement des citoyens, quand on utilisait le terme République-Nation, on était considérés comme des fachos, hein, ce que je devais considérer sur l'ANAR à la fin des années 70. Troisième étonnement, apparemment les catégories populaires se détournent de la gauche et apparemment voteraient contre leurs intérêts sociaux si on est de gauche, et je viens de la gauche. Et puis, au fond, des permanences. Évidemment, pays catholique, socialiste, patriote, Dreyfusard le ramasse dans une formule condensée: la République une et indivisible, notre royaume de France. Donc, dans mon exercice professionnel, je dois mettre en œuvre des outils confidentiellement pour mes clients pour répondre à des questions très prosaïques. Hein. Est-ce qu'il faut dissoudre maintenant ? Comment faire, comment réformer dans telle entreprise, implanter le numérique, et je m'aperçois qu'il y a des constantes historiques, j'ai cité pays, et puis constantes dans les façons d'être et de faire du citoyen dans son rapport à la nation, du salarié dans son rapport à l'entreprise, du consommateur français quand il acquiert des biens et des services au travers de leur valeur immatérielle, du résident sur un territoire français, ce que j'appelle l'esprit des lieux, et l'esprit des lieux à Nantes a des points communs avec celui de Saint-Nazaire, mais fort différent de celui de Rennes. L'esprit des lieux de Nancy n'est pas le même que l'esprit des lieux de Metz. Pourtant, c'est en Lorraine. Bref, la France est un pays, c'est comme un tableau impressionniste. Vu de loin, il n'y a pas beaucoup de différences géographiques, contrairement aux autres pays. Et puis, plus on s'approche du tableau, plus on voit qu'il est constitué de petits points fort différents. Tous ces constats sont des constats empiriques. Hein, je ne suis pas allé chercher mes trucs dans des livres, dans des travaux, dans des recherches. J'avais des problèmes concrets. Je devais dire à mes clients, non pas voilà ce que disent les gens, c'est pas très intéressant, mais pourquoi ils le disent. Si je comprends pourquoi les gens disent ça, alors je peux faire du conseil. Donc mon sujet confidentiel pour mes clients, c'est comment les gens voient les choses, pourquoi ils le voient comme ça, pourquoi en début de réunion qui dure 4 heures avec des psychosociologues, ils disent telle chose, ils disent plus la même chose après, pourquoi les Français disent des choses et font l'inverse. Les diplomates, Madeleine Albright disait que les Français peuvent dire j'y crois en théorie et pas en pratique. Et donc on y reviendra tout à l'heure justement sur la conviction à laquelle j'ai dû arriver que, contrairement à ce que je pensais, il y avait un inconscient collectif qui faisait des façons d'être et de faire des Français. Et que cet inconscient collectif était immanent, il partait du bas. Alors que je voyais bien que moi, les Français, mes clients, pensent au contraire que c'est le haut qui fait le bas. Je ne prends qu'un exemple, je n'y reviendrai pas, sauf si vous m'interrogez, mais j'ai travaillé lors de 4 présidentielles pour 16 candidats différents, donc ensuite 3 présidents,
Et je me suis aperçu que la présidentielle, c'était un rite. Et donc la présidentielle n'avait pas pour vocation d'élire un président de la République, mais à réactiver ce qu'on a fait ensemble, dont le candidat est un acteur, pas un auteur, un acteur. Hein. C'est la phrase de Hobbes, le souverain interprète le spectacle du peuple. En un mot, je suis en train de vous dire que l'imaginaire français voit les choses d'en haut, de façon transcendante, mais le pays, lui, il est agi par le bas. Et donc mes outils professionnels me permettaient de rendre compte de cette singularité, de sorte que pour bien travailler avec mes clients, je devais comprendre leur monde intérieur pour faire un lien entre leur monde intérieur psychopolitique et ce que je croyais qui agissait le pays lors de telle ou telle présidentielle qui devait être réactivée. Ça n'a pas été le cas lors de la dernière présidentielle, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc je crois qu'il faut bien que vous voyez la singularité qui est la mienne, et au fond, après 37 ans, des convictions très fermes, c'est que ce à quoi je suis arrivé, ce n'est pas des élucubrations intellectuelles, ce sont des nécessités empiriques et professionnelles. Ce qui me donne une grande fermeté et certitude sur ce que j'avance, parce que c'est absolument l'inverse de la façon dont je voyais les choses au début, d'exercer mes responsabilités, hein, qui ont terminé par la direction d'un institut de sondage, puis le conseil. Alors justement, attaquons maintenant le sujet de l'imaginaire français et à l'épreuve du néolibéralisme. La conviction qui est la mienne, et dans le livre à paraître, Chaos et sécheresse imaginaire des peuples, je développe beaucoup avec Arnaud Benedetti pourquoi et comment je suis arrivé à ces constats, mais au fond, je pourrais reprendre la formule de Peggy, insistant sur le fait que la République, c'est une mystique qui précède la politique. Qu'entend Peggy par la distinction que vous devez connaître entre la mystique et la politique? C'est que la mystique, elle traverse les différentes familles politiques. Voilà, et la politique, voilà, il y a des républicains, il y a des anarchistes, il y a des monarchistes, il y a des Dreyfusards dont il était, il y a des anti-Dreyfusards, mais pour lui, au fondement et de façon séminale, ce qu'il y a de premier, c'est la mystique. Et donc la politique est la conséquence de la mystique. Que je me retrouve dans ces façons et ces mots de Peggy de procéder. Pour moi, l'imaginaire d'un peuple, c'est sa façon d'être et de faire. Et c'est une façon d'être et de faire pérenne, très ancienne, qui remonte à la façon dont le peuple, la communauté humaine, s'est assemblée pour s'approprier le réel au travers d'images, de représentations, de croyances, d'institutions, de rapports sociaux, de rapports à la technique et de rapports géopolitiques. Donc, dans ma grille d'analyse, il y a l'imaginaire des peuples pérenne depuis des siècles et les formes que prennent l'imaginaire pour s'adapter à un réel sans cesse changeant, formes religieuses, formes politiques, rapport à l'économie, rapports sociaux, rapport à la technique, et rapport aux autres peuples, la géopolitique. Et je vais même plus loin dans le livre à paraître. C'est une approche imaginariste qui se distingue de l'idéalisme et du matérialisme. Je ne suis ni idéaliste ni matérialiste. En tout cas, cette grille d'analyse ne l'est pas. Pour moi, l'histoire n'est pas un fil d'évolution avec
des arrêts, des retours en arrière avant une reprise en marche de la force des idées ou des forces matérielles, mais pour moi l'histoire résulte de la façon cohérente ou non dont s'articulent les imaginaires des peuples et les formes que ces peuples se donnent pour s'approprier un réel dont ils sont et qui est sans cesse en mouvement. Donc ma grille d'analyse imaginariste n'est pas linéaire, elle n'est pas causale, elle est en spirale. Et donc le moment néolibéral actuel m'a évidemment puissamment aidé pour essayer de rendre compte et de comprendre ce qui se passe. Comment se fait-il? J'avais interpellé Bill Gates quand il était venu à Paris lors d'un petit déjeuner. Il ne m'avait pas répondu car on peut partir de la contradiction première de la mondialisation. Pourquoi, alors que les peuples sont comme jamais dans l'histoire de l'humanité interdépendants économiquement, financièrement, numériquement, aujourd'hui ils se séparent humainement? Pourquoi les peuples se replient-ils? Pourquoi, selon moi, leur tendance spontanée est d'aller à la guerre? Et pourquoi le plus probable est que nous allions au chaos au regard de ma grille d'analyse qui distend les imaginaires des peuples de leur expression? Le président Macron, lors de sa première conférence des ambassadeurs, avait dit justement « Les peuples en reviennent au caractère archaïque de leur imaginaire ». Donc l'imaginaire français, de quoi procède-t-il? Qui sommes-nous? Comment fonctionnons-nous? Notre imaginaire procède de notre géographie qui va faire ensuite notre histoire. Nous sommes le cul-de-sac de l'Europe. Et donc, depuis toujours, ce qui va devenir la France est fait de mouvements, de migration, de Celtes, de Latins, de Germains. Et pour faire ce qui va devenir au fil des siècles la France, les Français ont dû développer une façon de faire et d'être qui voit le réel par écart au réel et a toujours besoin de se projeter. Ce qui fait que notre imaginaire est à la fois projectif et universaliste. C'est-à-dire qu'il a fallu dénaturaliser nos origines celtes, germaines, latines, nos pays, nos esprits des lieux, nos statuts sociaux, nos classes sociales, au travers de disputes communes de nature politique, intellectuelle, artistique, mais politique. C'est-à-dire que nos disputes politiques communes permettent de dénaturaliser les origines et situations des individus au travers d'un grand mixeur qu'est notre passion politique, qui doit se projeter. C'est ça qui assemble la France, et c'est ça qui permet à la France de construire un avenir commun. Et ces façons d'être et de faire nous semblent, nous les portons tellement que nous ne les voyons pas. Notre universalisme nous empêche à comprendre qui nous sommes, puisque pour devenir français, il a fallu ignorer que nous étions des Celtes, des Latins, des Germains, des Portugais, des Italiens, des Maghrébins, des gens originaires de l'Europe centrale. Donc le processus qui est le nôtre fait que, voyant les autres à partir de ce que nous sommes les moins à même à comprendre ce que l'on est, à l'accepter et à adhérer aux thèses de Rosès
qui voudrait que chaque nation a une âme, comme disait François Hollande dans son discours du Bourget, et que chaque peuple est singulier, que les Allemands ne sont pas des Français en plus disciplinés, ou les Italiens ne sont pas des Français qui chantent le bel canto, hein, que chaque peuple est singulier, chaque peuple a sa façon d'être et de faire. Alors la nôtre a pris des formes différentes, mais toujours avec une même singularité qui tisse notre rapport à la religion, notre rapport aux arts, notre rapport à la politique, notre rapport à la façon de travailler ensemble, notre rapport au travail, à la technique, à la publicité, à la communication corporate, notre rapport au monde et à la géopolitique. C'est toujours une projection. Il y a des incarnations à ça. Nous allons chercher Clovis, un peu extérieur, pour nous assembler, où là, la résistance à l'occupant romain, de l'Empire romain, pour ceux qui étaient encore de la Gaule chevue. Mais il y a les poètes du Parnasse, dont la poésie, si vous la comparez à la poésie allemande, est une poésie ouverte sur le monde, qui ne va pas chercher dans le passé les racines. Évidemment, Descartes est le point le plus élaboré de l'imaginaire français. Il prétend que l'esprit serait séparé du corps et que le cogito, l'esprit, devrait maîtriser le corps. Alors, dans les méditations métaphysiques, il parle bien, quand il se lève le matin, des gargouillis du corps. Mais on comprend que le processus philosophique de Descartes, c'est une façon de construire une extériorité conceptuelle, intellectuelle. C'est la phrase de Madeleine Albright dont je vous parlais tout à l'heure. Seuls les Français peuvent dire « j'y crois en théorie et pas en pratique ». Donc nous avons une capacité à penser et voir les choses de façon abstraite. Et la raison devrait en être le point d'équilibre et le critère ultime. Pour qui s'intéresse à la musique, vous allez voir les écrits de Rameau, qui se considérait plus comme un philosophe que comme un musicien. Il est très ferme, comme le poète Boileau. Le mot a partie liée avec la raison. C'est-à-dire qu'il y a toujours un travail d'élévation en matière de pensée et d'art, élévation, légèreté pour assembler les différences. Vous prenez la peinture classique Watteau-Fragonard, il s'agit par le libertinage de civiliser les passions humaines dans des cadres précis. Donc il y a une cohérence totale dans les imaginaires des peuples entre tous les domaines de la vie, n'est-ce pas ? Pourquoi les catholiques l'ont-ils emporté sur les protestants et pourquoi les jésuites l'ont-ils emporté sur les jansénistes? Justement parce que les formes religieuses françaises, faire nous sommes la fille aînée de l'Église, le gallicanisme, vient du fait qu'il faut, par la communauté de l'Église, tenir ensemble les Français. Et l'idée qui convainquait la noblesse et quelques terres irrédentistes protestantes que grâce à la Bible on pourrait nouer un rapport direct à la foi et la grâce, est une idée qui heurte le peuple. Parce que qu'est-ce qui nous tient ensemble s'il n'y a plus une église, une hiérarchie? Et pourquoi les jésuites, qui m'ont formé pour partie, même à Marx, l'ont-ils emporté sur les jansénistes? Rigoureux, très rigoureux, trop rigoureux. Eh bien justement parce que les jésuites laissent un espace
entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, entre l'idéal chrétien et la réalité des diversités, puisque le sujet de la compagnie de Jésus, c'est de ramener et d'évangéliser en allant dans des endroits très divers pour ramener à Dieu, mais en comprenant et en acceptant la diversité des situations. De sorte qu'il peut y avoir un écart entre le souhaitable de l'évangélisation et la réalité. Si on est jésuite, on n'est pas exactement le même à Saint-Louis de Gonzague, à Stanislas et dans les favelas de Rio. Dans un cas, on revient avec la théologie de la libération, et de l'autre, je ne sais pas où en sont les conversations des jésuites qui sont fort ouvertes. On pourrait passer du temps à essayer de comprendre comment fonctionne le pape actuel. Le pape est à la fois un jésuite, mais il est surtout un latino-américain. Donc l'imaginaire latino-américain est un imaginaire onirique, où le rapport des frontières est un accident de l'histoire qui doit ramener aux occupations antécolombiennes, de sorte que le pape jésuite, qui a toute mon admiration, a tendance à penser, à confondre travail d'évangélisation et rapport politique aux frontières dans l'Europe. Donc chacun voit le monde extérieur à partir de son monde intérieur. Donc l'imaginaire français, il est universaliste, il est projectif. Les Français, ils ne disent pas la Révolution française à l'époque, ils disent la Révolution. On est universaliste. On fait la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. On ne pense pas du tout que ce que nous disons, c'est notre propriété. Elle est la propriété du monde et nous n'en serions que des ambassadeurs. C'est les French Doctors. Nous avons la meilleure école de mathématiques au monde avec l'école russe. C'est la musique à la française. Bon, je ne reviens pas sur les débats homériques entre musique française, musique allemande, fin du 19e, début du 20e, mais c'est même nos écoles de peinture, pour le 20e, première école de Paris, deuxième école de Paris, première école de Paris, le cosmopolitisme, la deuxième école, quand c'est plus New York qui attire les créateurs de peinture, c'est le retour à une forme de classicisme français avec des formes artistiques qui sont des formes artistiques très généralistes, très holistes. Et au fond, c'est comme ça que nous concevons nos modèles industriels. Je travaille avec Karine, mais je travaille depuis 30-35 ans pour le groupe EDF. Je pourrais faire un livre sur ce qu'il est devenu et pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu, mais j'en dirai quelques phrases. Nous avons une conception du modèle industriel tel qu'un arsenal, et bizarrement, alors que ces dernières décennies, on a accepté que EDF soit découpé en tranches, comme maintenant il n'y a plus personne pour assurer les fondamentaux du cœur de métier, on demande à EDF à nouveau de reformer ses apprentis. On retransforme EDF en arsenal. Bref, vous le comprenez, si j'avais fait seulement des constats dans le milieu artistique, dans le milieu politique, dans le milieu professionnel, comme je dirigeais un institut de sondage, par la force des choses, j'avais une vue sur les études marketing, études finance, études internationales, études d'opinion et corporate. En fait, ce qui m'a frappé, c'est au bout d'un certain temps de m'apercevoir que dans tous les domaines de la société, il y avait une façon d'être et de faire des Français, et que si nous étions les plus déprimés au monde et les plus pessimistes, si nous régressions, si la France était à genoux
en ce moment économiquement et se délitait socialement, c'est parce qu'il y avait justement un problème entre l'imaginaire français qui travaille l'inconscient collectif des Français dans tous les secteurs et ce que sont devenus les politiques menées, et notamment le néolibéralisme et sa singularité. Quelle est la singularité du néolibéralisme? On dit souvent à juste titre, mais il y a toujours eu des mondialisations, il y a toujours eu malaise dans la mondialisation, c'est vrai. Bon. Quelle est la singularité du néolibéralisme? C'est qu'autrefois, les mondialisations, les formes que prenaient les mondialisations au plan des échanges internationaux, économiques, du commerce, découlaient des communautés humaines qui les précédaient. C'est la phrase de Montesquieu, hein, le doux négoce entre les nations pacifie la relation entre les nations. Quelle est la singularité de la mondialisation néolibérale? C'est que la force, l'efficacité des mécanismes économiques, financiers, numériques a accompagné le désir des sociétés d'avoir tout ce que la globalisation permet de mieux, hein, ce qui me permet de parler devant vous, la retranscription, les écrans, le dernier mobile, le dernier iPhone. En Europe, on préfère avoir un iPhone plutôt que bien se soigner. Dans les pays les moins développés, on préfère avoir un iPhone que même de bien manger. La force symbolique de l'iPhone, du numérique, c'est ce qui nous relie aux autres dans un monde qui nous échappe. Et donc c'est la construction d'un univers virtuel alors même que le cours des choses nous échappe. Donc on se constitue en communauté, on échange des choses. Et donc cette force incroyable du néolibéralisme permet à l'individu postmoderne de déployer ces demandes de droits sociaux exponentiels, alors même que, pour l'Occident en tout cas, il ne devrait plus en être ainsi. Donc, le néolibéralisme, il faut peut-être être un peu précis sur les définitions. Le libéralisme, c'est le système politique et économique qui a le même enracinement territorial, national. Et donc chaque pays trouve différemment les articulations entre démocratie et économie. Hein. Vous le savez, toutes les démocraties ne sont pas libérales. Hein. Bon. L'économie, la propension des sociétés, c'est avoir plus, qui expliquait Tocqueville, avoir des droits, une dynamique des droits. Bon, et puis les régimes politiques, ça c'est autre chose. Hein. Rien de Tocqueville de bien distinguer les dynamiques des sociétés vers plus d'égalité, plus de droits, de leur forme politique. Démocratie libérale, Occident pour faire vite, et puis à l'époque, d'ailleurs pour Tocqueville, démocratie autoritaire qui insiste plus sur les questions de souveraineté. Bon. Mais les mondialisations étaient l'expression de rapports de force entre communautés humaines préexistantes, de sorte qu'on pouvait nommer le cours des choses. Les Romains, les croisés qui font des croisades, les invasions islamiques, les armées napoléoniennes, les soviétiques, le bolchevisme, l'impérialisme américain. On pouvait nommer et renvoyer à des communautés humaines ce qui advenait de bien ou de ce qui nous accablait.
la globalisation néolibérale dans le cours des choses, c'est descotcher de la mondialisation mosaïque de peuples avec chacun leur imaginaire. Ce phénomène de désarticulation entre la globalisation néolibérale et la mondialisation mosaïque de peuples avec des imaginaires différents, c'est pas un complot, hein. C'est les sociétés elles-mêmes qui, pour des raisons endogènes, dans leur rapport à l'extérieur, ont désarticulé leur imaginaire en faisant prévaloir à l'intérieur des imaginaires l'efficace sur le bon et le juste. Et elles ont elles-mêmes entretenu ces mécanismes. Alors, bien sûr, certains en ont plus profité que d'autres, mais enfin, le mécanisme, il procède de déséquilibres internes aux imaginaires des peuples. Et le paradoxe, c'est que les Français, nous avons été les plus à entretenir ces mécanismes, et j'y reviendrai tout à l'heure, sur la construction européenne, c'est-à-dire pourquoi nous, Français, nous avons été à la tête d'une construction européenne au départ libérale qui va devenir néolibérale sans qu'on s'en aperçoive. C'est pour ça que la plupart des Français ne voient pas la différence entre libéralisme et néolibéralisme. Le libéralisme, c'est cohérence entre rapports économiques et sociaux et institutions politiques à l'intérieur de nations. Là-dedans, il peut y avoir l'ultralibéralisme. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'un cadre libéral, le rapport de force entre le capital et le travail est exagérément, diront certains, du côté du capital contre le travail. Mais on est toujours dans un cadre libéral qui a une forme de rapports sociaux ultralibéral au détriment du travail et en faveur du capital. Le néolibéralisme, c'est tout à fait différent. C'est le cours des choses est régulé par des instances de gouvernance néolibérales, transnationales, qui échappent peu à peu à la maîtrise des peuples dont ils ont eux-mêmes accompagné le processus. Et nous, Français, notre universalisme nous empêche de voir la profondeur de ce mécanisme. C'est-à-dire que, et là, il faut lire absolument l'entretien avec Alain Supiot que conduit Arnaud Benedetti et moi, où il explique très bien pourquoi, au cœur même des Lumières françaises, il y a, je ne sais plus s'il va aussi loin, mais on converge, et c'est lui qui m'a alerté lors d'un débat sur France Culture, du débat Montesquieu-Condorcet, décisif pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Montesquieu dit, la loi, le juriste Montesquieu dit, la loi doit procéder des us et coutumes des peuples. Et arrive ensuite le mathématicien Condorcet qui dit qu'est-ce qu'il raconte Montesquieu avec ses vieilleries sur les us et coutumes des peuples? Le progrès, la raison est une, la loi doit être une au travers du monde, de par le monde. Et donc l'imaginaire français porte Condorcet contre Montesquieu. C'est-à-dire que notre façon d'envisager le monde fait que nous sommes spontanément des néolibéraux de droite ou de gauche. Qu'on soit technocrate,
qu'on soit marxiste, qu'on soit hugolien, napoléonien, nous, Français, notre universalisme nous amène à confondre libéralisme et néolibéralisme, nous amène à confondre universel et universalisme. Et c'est pour ça que nous avons été à la tête de la pensée d'une Europe qui va devenir néolibérale. Voilà. Et qui va se retourner ensuite contre nos façons d'être et de faire, par la contradiction entre la façon dont nous, Français, voyons la réalité et ce qui agit le réel nous-mêmes. Dans ma grille d'analyse, je distingue ce qu'on voit du réel, du processus du réel lui-même. J'ai dû arriver à ça pour essayer de comprendre ce qui se passait chez nous. Alors, pourquoi le néolibéralisme? Ça a d'abord été nourri par des pensées, je l'ai dit, Alain Supiot, dans le débat Montesquieu-Condorcet, montre à quel point, à l'intérieur même des Lumières, il y a la possibilité de penser le progrès et le dépassement des nations contre les nations, c'est la thèse de Condorcet, ou par contre, après les nations, comme s'il y avait un stade derrière. Dans le débat Mitterrand-Séguin sur Maastricht, on voit bien la façon dont Mitterrand renvoie d'un trait de main l'argument de Séguin sur la souveraineté, parce que pour lui, d'évidence, si on fait une Europe économique, on va faire derrière une Europe politique. Et donc, l'universalisme plus un marxisme vulgaire et un libéralisme vulgaire fait qu'on a mis en place des institutions néolibérales sans voir, au fond, le mécanisme qui s'installait. Il y a un texte tout à fait décisif, je le cite dans mon papier, je le reprends dans le livre avec Arnaud Benedetti, Chaos, Essai sur l'imaginaire des peuples. Il y a une note d'une très grande intelligence d'Huntington, Crozier, Watanabe pour la trilatérale en 1975, qui pose les bases du néolibéralisme. Il dit, ce texte, et je vous incite à le lire, tellement il est d'une très grande intelligence. Il dit, nous avons un problème, c'est la fin de Bretton Woods, il y a une baisse du taux de profit au plan international, je ne pense pas qu'ils utilisent ces termes, enfin c'est ça que ça veut dire, pour justifier le fait que les monnaies se descotchent de leur enracinement national. Nous avons un problème dans les pays et démocraties occidentales, c'est que les peuples veulent sans cesse plus. Or, ça ne va pas être possible, c'est fini. Or, on ne peut pas demander aux politiques qui dépendent des peuples de dire au peuple « Ah ben non, mais ce qui était possible avant sera plus possible dorénavant. L'avenir ne sera pas forcément meilleur pour vos enfants qu'il est pour vous-même. » Et là, Huntington, le grand Samuel Huntington, qui ensuite va évoluer, mais sans revenir sur les raisons du choc des civilisations, mais sans doute parce que lui-même a posé des fondements dans les années 70 du néolibéralisme qui, selon moi, crée ensuite le choc des civilisations, ce que j'appelle dans le livre la décivilisation. Donc il dit il faut monter des instances de gouvernance et des instances indépendantes pour externaliser hors des politiques le soin dorénavant de réguler en fonction du possible. Car pour ce qui concerne le souhaitable, alors ça va être vraiment la pensée de la construction de l'Union européenne. Alors
J'hésite à dire, parce que vous avez compris que je n'étais pas du tout un complotiste, mais dans cette commission trilatérale, il y avait Georges Vertoin, qui a été le chef de cabinet de Jean Monnet, quelqu'un d'une grande intelligence, dont Brzezinski disait que c'était le cerveau le mieux fait qu'il avait rencontré de sa vie, mais aussi Valéry Giscard d'Estaing, Raymond Barre, Jean-Claude Trichet. Donc j'aurais pu dire ça parce que je ne suis vraiment pas du tout un complotiste. Je pense que la trilatérale et Huntington, Watanabe, Crozier pensent le moment qu'ils vivent, qui est un moment d'entraînement des sociétés elles-mêmes. Le complotiste dirait c'est la trilatérale, ces gens qui avaient l'argent partout. Enfin, c'est une blague. C'est une blague quand justement on n'a pas les outils pour comprendre le cours des choses. La réalité, c'est que c'est un processus beaucoup plus compliqué qui vient des sociétés elles-mêmes et qui déstabilise leur imaginaire par autonomie de l'efficacité économique, financière et numérique, de la façon dont les peuples conçoivent le bon et le juste. Ce qu'est devenu l'Union européenne et le capitalisme financier ont asséché l'imaginaire français. Par quel mécanisme? Il y a 3 moteurs à l'imaginaire français qui fait que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur notre façon d'être et de faire a une réalité objective. Une projection dans l'espace, le temps, une incarnation et un projet politique. La projection dans le temps, j'en ai parlé un peu, c'est l'idée de progrès. Nous sommes animés depuis le XVIIIe par l'idée de progrès continu. La projection dans l'espace, Malraux disait les Français ont besoin d'embrasser le monde. Les croisades, disait-il, avant les guerres napoléoniennes, on peut rajouter la façon dont nous avons colonisé et la façon dont on voit l'Europe. Toujours la France en grand. Non pas parce que la France devrait dominer le monde, mais parce que nous portons, comme disait le général, une certaine idée de la France. Et donc cette façon de nous projeter dans l'espace est en lien avec la projection dans le temps, l'idée de progrès et de raison. Et puis une incarnation, un projet politique. Le souverain, le président de la République doit incarner et porter un projet politique dont la présidentielle est, sous la 5e, le moment phare. Ces 3 moteurs sont en panne. Les Français ne croient plus que demain sera meilleur pour eux et leurs enfants, c'est l'idée de progrès. Depuis le traité constitutionnel européen, majoritairement, les Français ne voient plus Bruxelles comme la France en grand. Je parle de Bruxelles parce que je distingue l'Europe de l'Union européenne. Je vais même jusqu'à penser que les institutions de l'Union européenne sont contraires au génie européen, d'où le fait que l'Europe sort de l'histoire et n'est même plus maître de son destin en Ukraine. Ça se passe à Washington, à Moscou et à Pékin, ce qui nous concerne en Europe. Donc, qu'est-ce qui se passe sur la question décisive du politique au travers de l'incarnation et du projet politique? Nos présidents les plus récents, y compris pour ceux pour qui j'ai pu travailler ou avec qui j'échange, n'incarnent pas. Ils représentent, c'est pas pareil. Et pour l'actuel président, une grande intelligence tactique, peut-être trop, il représente par rapport à son monde intérieur en même temps une représentation de la société française étant une somme de minorités.
Dans le livre, je rapporte une anecdote entre François Hollande et moi, où m'étonnant à l'Élysée, m'étonnant qu'il fasse sa deuxième émission à nouveau hors de l'Élysée, à l'hôtel de la Marine, je lui parle pas comme un sondeur, mais enfin on avait l'habitude, hein, je lui disais, la France c'est pas la somme des Français. La France, c'est la façon dont chaque Français se représente, la France qui sommeille en lui. De sorte que quand je faisais des groupes qualitatifs pour les présidents et les candidats, le Français, contrairement à l'américain ou aux émissions à la télé en France, il ne met pas en avant sa singularité. Il ne dit pas « moi je suis charcutier à Pézenas ». Ça c'est dans les émissions de télé, j'ai moi-même recruté pour des télés, des citoyens. Alors le gars des banlieues avec sa casquette retournée, bon, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, autour d'une table, une douzaine de personnes, le Français va mettre en avant l'idée qu'il se fait de ce qui serait bien pour la France. Évidemment, s'il est ouvrier ou petit commerçant ou grand patron, il ne va pas mettre ce qui lui semble bien pour la France avec le même contenu, mais il va mobiliser ce qu'avait bien repéré le Suisse Rousseau, ça aide d'être un peu étranger pour bien nous comprendre, l'idée d'intérêt général qui n'est pas l'intérêt de tous. Et donc, Emmanuel Macron est devenu la voiture-balai de tous les choix qui ont été faits il y a 30-40 ans. C'est-à-dire que le processus réel et la malédiction française est la suivante. C'est que ce qu'est devenu l'Union européenne, dont les Français ont procédé pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'idée que les peuples européens devraient respecter des procédures uniques, des disciplines. Cette façon de faire est dorénavant à l'intérieur de la France relayée par le sommet de l'État. C'est-à-dire, le sommet de l'État, nos classes dirigeantes pensent que pour survivre, la France doit respecter des disciplines économiques, sinon elle va périr. Voilà le mental qui anime nos dirigeants et classes dirigeantes. Alors, je les ai côtoyés, je les ai accompagnés, et j'enseigne depuis 31 ans à Sciences Po et j'ai enseigné à HEC. Donc j'ai bien vu les évolutions sur le contenu des enseignements et le mental de nos dirigeants. Ils disent aux Français explicitement ou implicitement, plutôt implicitement depuis le non-traité constitutionnel européen, même si ensuite il y a eu le traité de Lisbonne, qui fait comme si les Français n'avaient pas voté non, mais l'implicite du discours du souverain, du président au pays, c'est de dire il faut s'adapter à des disciplines et contraintes extérieures, il faut se réformer, sinon on va disparaître. Et là, les Français disent oui avec la tête et non avec les tripes. Parce qu'il en est d'un pays comme d'une personne. On ne peut pas lui demander de choisir entre sa survie et changer sa façon d'être et de faire. Donc la contradiction entre les injonctions extérieures du sommet de l'État, des cabinets anglo-saxons qui pensent les moyens avant les finalités, qui correspond à l'imaginaire anglo-saxon mais qui est contraire au nôtre, fait que nous accumulons des réformes contraires aux façons d'être et de faire des Français, d'où nos déficits abyssaux, d'où nos reculs économiques, d'où la bordélisation totale du pays dont le spectacle sidérant lors du début de la pandémie notamment a, je dirais, bon, est ce que devient
notre modèle industriel, notre modèle scolaire, nos géants que nous avions qui ont disparu. Donc tout ça vient du fait que le sommet de l'État qui tient ensemble la nation demande à la nation de faire des choses contradictoires avec son imaginaire. Et donc la malédiction, c'est que la France est constituée autour de l'État et que l'État a précédé la nation. Et donc, je suis en train de dire que ce qui tient ensemble symboliquement la nation, qui est l'État, demande à la nation de faire l'inverse de ce qu'elle est. C'est ça notre malédiction. Dans tous les autres pays, il y a un lien entre le peuple et les élites qui sont un lien qui font que à droite et à gauche, il y a les acteurs, comme dirait Peggy, bon, il y a la politique, mais au fond, il y a une mystique qui tient de façon cohérente l'État, la nation, les dirigeants, et l'un dans l'autre, ça s'adapte. Bon. Chez nous, il y a un problème. C'est que le sommet de l'État et nos classes dirigeantes sont dans un surplomb et une arrogance d'autant plus forte qu'elles sont éloignées du peuple. Et lui, le peuple, il est d'une grande patience, il est d'une grande servitude volontaire jusqu'à ce que de temps en temps, il y ait une grande jacquerie comme les Gilets jaunes, ou une révolution, je ne vois pas les conditions réunies, mais les Gilets jaunes a été une grande jacquerie de par le pays, soutenu par 2 Français sur 3. Ceux qui le menaient n'avaient évidemment, j'ai pu beaucoup échanger avec eux, aucune idée de ce qu'était une jacquerie. Mais j'avais dit tout de suite au président Macron, tu vas devoir choisir entre Bercy et la nation. On sait les choix qu'il a faits, et j'avais rajouté, tu dois tout de suite recevoir les Gilets jaunes à l'Élysée. Parce que quand le peuple de Paris va chercher à Versailles Louis XVI et Marie-Antoinette, c'est pour l'extraire d'une noblesse devenue parasite, pour la remettre au milieu du peuple. Il a fait l'inverse. Donc il a radicalisé le pays, et à la fin, bon, il a retravaillé la symbolique en allant au milieu des Français lors du grand débat. Mais le reflux du mouvement et du soutien des Français, c'est pas quand il lâche 15 milliards. Hein. C'est quand il est dans l'opération, où il est au milieu des Français, il semble mettre un peu sa tête sur le milieu en donnant des actes. Il fait de la communication. Bref, il fait de la communication parce que le sujet essentiel n'est pas là. On peut compter sur l'inquiétude du pays, et la dernière présidentielle n'a pas réactivé l'imaginaire français à partir des Français, puisque la pandémie et la situation en Ukraine fait qu'un peuple apeuré a reconduit le président sortant. On n'allait pas rajouter à toutes les peurs qui traversent le pays l'instabilité politique. Et donc le processus de réactivation de l'imaginaire français n'a pas eu lieu. C'est pour ça que le président n'a rien dit durant les législatives et qu'il a une majorité relative à l'Assemblée. Comprenez bien, une législative, c'est le moment où le président dit au pays donnez-moi une majorité parce que voilà le contrat, j'ai été élu là-dessus. Mais il a été élu sur rien, le président Macron. Je ne dis pas qu'il n'est pas légitime, hein, mais je dis les conditions dans lesquelles s'est déroulée la présidentielle ne permettaient pas que ce soit le pays qui réactive l'imaginaire dont il pense ensuite, c'est éventuellement Emmanuel Macron, qui est le plus à même d'eux. Donc c'est bien parce qu'il n'y a pas eu ce processus de réactivation que le président n'a rien dit lors des législatives et donc il n'a pas maintenant une majorité simple pour gouverner. Nous connaissons les développements parlementaires et politiques que nous connaissons. Alors quel est le sujet français? Il faut bien le voir
et le comprendre. C'est le sujet de la souveraineté. Mais quand on parle de souveraineté, il y a deux choses qui sont différentes et qui sont liées. Il y a la souveraineté populaire et la souveraineté nationale. Or, vous avez compris que dans ma grille d'analyse, si on doit embrasser le monde, c'est pour enclaver la dispute politique commune. Donc, dans ma grille d'analyse, la souveraineté nationale conditionne la souveraineté populaire. Et comme l'Union européenne néolibérale vise à contourner la souveraineté nationale, la République ne peut pas se déployer. Et donc, la crise du politique, c'est un point important parce que dans un entretien avec Marcel Gauchet dans le débat, sitôt Emmanuel Macron élu, j'insiste sur ce point, pour en avoir parlé avec le tout jeune président Macron élu. Quel est le trait de génie d'Emmanuel Macron, qui est restitué dans son interview du 1. On avait passé 2 heures ensemble à Bercy 2 mois avant. Son trait de génie, c'est le seul qui dit aux Français « Notre destin ne dépend ni de la résistance à la mondialisation, Mélenchon-Le Pen, ni notre soumission à la mondialisation, Fillon. » C'est le seul qui dit ça. Il fait du Michelet plus du Ricoeur. Michelet, qui considère la France comme une personne, et Ricoeur, la pensée du protestant français. Le dernier texte de Pelly, c'est sur Descartes, et son dernier mot, c'est protestant. Les protestants français sont immanents, mais dès qu'il s'agit de politique, sans doute se souvenir de la révocation de l'édit de Nantes, tous les malheurs viennent du souverain. Donc le protestant français, et Ricoeur en particulier, est quelqu'un d'assez complexe, mais les protestants, comme les catholiques, se souviennent de la parabole des talents qui dit que chaque personne a en lui un potentiel qu'il doit mettre en avant. Mais il faut Ricoeur plus Michelet. Quand Macron fait du Ricoeur seul en disant aux chômeurs « traverse la rue et tu trouveras un emploi », il fait Ricoeur, la parabole des talents, mais il ne fait pas Michelet. Donc c'est une atteinte à l'esprit français. Et lui-même s'en étonne, parce qu'il ne comprend pas. Il dit au fond, tu as les ressources en toi, vas-y, je te fais confiance, vas-y. Ah oui, mais on n'est pas un pays anglo-saxon, on est des catholiques, on n'est pas des protestants. Il n'y a pas de salut individuel sans salut collectif qui le précède. Donc revenons à l'élection première d'Emmanuel Macron, et fait l'objet d'un débat avec Marcel Gauchet, notre grand philosophe. Marcel Gauchet mettait en avant le caractère accidentel de l'élection de Macron, ce que je ne mettais pas du tout en avant. Chaque présidentielle a ses accidents. Le sujet, c'est pourquoi lui, inconnu 4 ans auparavant, il ramasse la mise. On peut dire, ah oui, mais les grands patrons, les chaînes, tout ça, je connais. C'était avant Macron et ce sera après Macron. Ce qui m'intéresse, c'est pas ça, c'est le pays. Pas seulement ceux qui votent au premier tour, au deuxième tour, mais ceux qui vont consentir pendant 1 an à ces réformes, alors même qu'ils jugent que les réformes sont injustes socialement. Pourquoi ? Parce que Macron l'avait vu et dit devant le Congrès, le premier mandat que m'ont confié les Français, c'est de restaurer la souveraineté de la nation. Macron le dit, ça m'étonne beaucoup parce que sitôt élu, les présidents pour qui j'avais travaillé, l'un allait au Fouquet's dès le soir même, et puis l'autre présidence normale. Et je vois le président Macron dire, alors évidemment les journalistes, par
repérer de quoi il s'agissait, mais il devait peut-être miser là-dessus, mais il dit le premier mandat que m'ont confié les Français, c'est de restaurer la souveraineté de la nation. Donc il n'est pas dupe des raisons qui font sa légitimité lors de sa première élection. Qu'est-ce qu'il dit au pays? Il dit « Vous êtes merveilleux, vous les Français, on va se mettre en marche. On va seulement opérer une petite révolution parce que ce qui nous empêche d'avancer, c'est le vieux monde, c'est le personnel politique. Je sais, j'en viens, j'ai bien vu ce qui se passait, il y a un problème. Alors vous et moi, on va faire une révolution contre l'ancien monde. » Et là, tout de suite, dans l'entretien avec Marcel Gauchet, je dis, il y a un petit problème. C'est que la crise du système politique n'est pas la cause de notre malheur. C'est l'effet de notre malheur. L'effet, la cause de notre malheur, c'est le contournement de la souveraineté nationale qui assèche la souveraineté populaire, puisque l'État se retournant contre la nation, le système politique est chargé de la bonne articulation entre l'État et la nation se dérègle. C'est un point décisif, parce que comme dirait Simone Veil, hein, tout le malheur du monde, Simone Veil, la philosophe, tout le malheur du monde vient quand on confond les causes et les effets. Hein. Il ne faut pas se tromper. Une petite erreur de quart dans l'analyse, hein, c'est comme au ski, hein, on roule la pente, on de quart, puis c'est le gadin assuré en bas. Donc la cause de notre malheur, c'est que si nous avons besoin d'embrasser le monde, c'est-à-dire que la souveraineté nationale l'emporte, c'est parce qu'elle encaste la souveraineté populaire, la maîtrise du peuple sur ses élus. Et que s'il y a contournement de la souveraineté nationale par l'Europe néolibérale, eh bien le pays se disloque, il se balkanise et il est à genoux comme nous le sommes aujourd'hui. Donc pour terminer, il peut y avoir de renaissance républicaine s'il n'y a pas en parallèle le retour de l'Europe à son génie. Le génie européen, ce n'est pas la pensée néolibérale ou l'imaginaire allemand ordolibéral pour qui la discipline doit tenir ensemble les Allemands depuis la guerre de 30 ans des paysans, Luther, Aldous. Je dis dans mon livre, pour moi le nazisme n'est que l'imaginaire allemand radicalisé. Je ne crois pas du tout à cette blague qui voudrait que Hitler soit une sorte de démon qui tombe sur l'Allemagne, ou même de ramener la question du nazisme seulement à la question du traité de Versailles ou de la crise de 29. Pour moi, les fondements en sont beaucoup plus anciens. Et d'ailleurs, Ernst Jünger ne s'y trompe pas. À 100 ans, il est interviewé par des journalistes italiens sur la fameuse phrase de Clausewitz sur l'articulation entre la guerre et la poursuite du politique, en une phrase qui montre la grande intelligence d'Ernst Jünger. Il dit « Quoique concernant l'Allemagne, à partir de 1945, on puisse dire exactement l'inverse. Les Allemands ne pouvaient pas passer comme des victimes en 1945. Donc, il fait deux choses. D'abord, ils ont été aidés par la France pour les sortir de l'isolement par le mouvement des Français vers les Allemands. Et d'autre part, ils ont transféré ce qui doit tenir ensemble les Allemands pour qu'ils ne s'entretuent pas, comme lors de la guerre de 30 ans et des paysans, par les disciplines économiques et par l'ordolibéralisme qui fait que la discipline a comme vertu d'empêcher les Allemands de s'entretuer. Alors que nous, notre imaginaire, c'est l'inverse. N'est-ce pas? L'Allemand, il se dit, est-ce que celui qui est à côté de moi va me mettre et on va s'entre-déchirer? La question française, c'est l'inverse. Est-ce que le voisin d'à côté est un Français? Donc pour s'assurer que c'est un Français, on va se disputer ensemble. C'est pour ça que les Français
ne supportent pas le port du voile. C'est bien avant la question des musulmans. C'est que pour qu'il y ait une dispute commune, il faut avoir on doit pouvoir, comme pour Rabelais, se disputer sur tout, n'importe quoi, n'importe comment. La religion, ce qu'on veut. Et si quelqu'un m'impose de loin que sur un point, il n'y aura pas de discussion, alors on ne peut pas s'assembler en français. Donc, l'imaginaire français est l'inverse de l'imaginaire allemand. Or, Mitterrand a cru, lors de la réunification allemande, scotcher les Allemands à l'Europe en mettant en place des institutions, pas seulement un cours monétaire, mais des institutions et une gouvernance européenne conforme à l'imaginaire allemand. Nous y avons adhéré par universalisme, mais en fait, au quotidien, tout ça est l'inverse de ce que nous sommes. Donc, il faut revenir au génie européen qui, depuis Mare Nostrum, est de faire de la diversité du commun et non pas les gouvernances néolibérales de l'Union européenne, qui est le respect de disciplines communes. Le sujet, c'est pas est-ce qu'on a convaincu les Allemands de faire de la dette lors de la pandémie ou telle chose. C'est tout simplement qu'un Français n'est pas un Allemand, un Italien n'est pas un Anglais, un Espagnol n'est pas un Portugais. Et donc ce qui a fait le génie de l'Occident et le génie européen, c'est de faire la diversité du commun et non pas de fusionner par des disciplines communes des peuples. Et c'est ça qui explique que nous en sommes là où nous en sommes. Donc il ne peut pas y avoir, en un mot, de sortie de notre dépression, on ne peut pas réparer l'imaginaire français si au même moment la maîtrise du destin des peuples, la souveraineté des peuples ne prévaut pas. Et c'est ça que nous a appris la pandémie. La pandémie nous a appris que dans toutes les parties du monde, chacun réagit différemment, selon sa civilisation, selon son peuple, mais tous font prévaloir la maîtrise collective du destin face à une pandémie contingente, avant même les considérations économiques. J'aime bien cette formule d'Alain Supiot, nous ne sommes pas des vaches. C'est-à-dire que nous, humains, notre sujet, c'est pas là où l'herbe est la plus verte. Ça, ce sont les animaux. Non, nous, humains, nous savons que nous allons mourir. On le sait ou on veut l'oublier, c'est la même chose. Et donc, il faut s'assembler pour maîtriser collectivement notre destin. Ça s'appelle la souveraineté. Et chez nous, la souveraineté nationale est la condition de la souveraineté populaire, de sorte que pour bien réparer notre imaginaire, il faut être en capacité de continuer à être à partir de nos us et coutumes, nos façons d'être et de faire. Voilà, excusez-moi, j'ai été peut-être un peu plus long que d'habitude, mais j'ai été pris par notre sujet commun, la France. Merci beaucoup. Raoul, vous pouvez peut-être venir là, comme ça, comme d'habitude. On reprend nos habitudes après la pandémie. Je prends la chaise, bon. Oui, prenez la chaise, vous ne pouvez pas acheter vous. Oh, ça je vais acheter il y a une demi-heure. Comme vous voulez. Allez. Bon, alors, donc c'est Raoul qui anime. Ah, ça fait plaisir par du monde, parce qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde. Bon, qui pose la première question? Il y a plein de questions à poser, là. Allez-y, madame. Merci beaucoup pour cette intervention qui m'interpelle beaucoup. L'imaginaire français est effectivement un vaste sujet. Et lorsque vous parlez de l'imaginaire populaire, ce
ce qui me vient à l'esprit, est-ce qu'il y a encore le peuple français? On a tous sans doute entendu parler ou lu l'archipel français de Jérôme Fourquet. Est-ce qu'on peut encore parler du peuple français comme de cette entité qui a la conscience de cette collectivité qui existe un petit peu donc, au-dessus de nous? Ou est-ce qu'il n'y a plus que des communautés qui existent chacune avec son imaginaire à elle? Merci. Merci de cette question d'une grande profondeur et qui, je dis que c'est une grande profondeur dans la mesure où je me suis, avec mes proches, questionné sur ça. D'autant que Jérôme Fourquet, qui est un grand politologue, est géographe au départ de formation. Et je l'ai embauché et formé dans mon institut de sondage. Et les gens qui avaient fait Sciences Po me disaient « Mais pourquoi tu prends un géographe qui vient de province ?» Et je leur avais dit, je pense qu'un géographe va beaucoup nous apporter, parce que nous sommes dans la verticalité, le géographe il est dans l'horizontalité. La discipline reine du fait de l'imaginaire allemand en Allemagne, c'est la géographie. D'ailleurs, c'est eux qui ont pensé le terme géopolitique. Le terme géopolitique, c'est la façon dont on voit les relations internationales à partir de la situation géographique. Bon. Alors pourquoi j'insiste sur la différence entre géographie et histoire? Jérôme Fourquet, sa grille d'analyse et la mienne. C'est que la France a toujours été un archipel. L'implicite du très gros travail et très intéressant travail de Jérôme Fourquet, qui est d'établir des cartes, d'arrêter le mouvement pour transformer l'histoire et en géographie le territoire en carte et de constater l'archipélisation à partir de données objectives très intéressantes, et les prénoms et tout, c'est que ça laisserait entendre qu'il y aurait eu une époque où la France n'aurait pas été un archipel. La France a toujours été un archipel. En 14-18, les régiments entre eux, ils ne se comprenaient pas. L'unification de la langue française est très tardive. Donc, qu'est-ce qui fait le peuple français? Ce n'est pas une homogénéité de pratique. C'est, au fond, une symbolique politique et la capacité de se projeter dans un avenir commun. Mais c'est pour ça que j'ai été si attentif au mouvement des Gilets jaunes, où j'avais dit au président Hollande, après les attentats de Charlie Hebdo, quand il y avait 4 millions de Français dans la rue, manifestant de façon spontanée, partout, selon les mêmes modalités, il y a un inconscient collectif du peuple français qui, quand l'occasion se présente, aspire à la projection et à l'autorité. La pancarte des Gilets jaunes, Macron nourrit ton peuple, c'est nourri la question fiscale, ton peuple. Ton peuple, c'est la question de la souveraineté. Les Français, au travers des Gilets jaunes, qui soutiennent aux 2 tiers le mouvement des Gilets jaunes nonobstant les violences, disent « Attention, tu t'es fait élire en disant « On va être maître de notre destin » et l'affaire Benalla semblerait dire que tu t'échappes, que tu dis qu'ils viennent me chercher. En fait, qu'est-ce qui se passait pour en avoir parlé avec lui? Il pensait qu'à Aix-la-Chapelle, il allait convaincre Merkel de lui donner des marges de manœuvre. Il m'avait dit, je vais la convaincre. Il n'y a qu'un Français qui pense qu'on convainc un Allemand avec de beaux discours. Ça, c'est très français. Hein. D'ailleurs, ça horripilait Henri Guénaud de voir que
la chancelière allemande Muttich laissait le président Sarkozy se déployer tel un pan, alors que sur le fond, c'était la chancelière qui avait donné la ligne. Elle laissait faire les Français. Les Français aiment parader. Les Français aiment le verbe. Donc, pour revenir à la question, est-ce qu'il y a un peuple français? C'est une question anthropologique. Et elles ne se réduisent pas à des cartographies. Les cartes sont là pour comprendre le territoire. C'est la carte n'est pas le territoire. Donc, Jérôme Fourquet fait un très gros et nécessaire travail de cartographie des opinions et des pratiques. Mais je distingue, si l'ancien sondeur qu'il a recruté et formé peut se permettre, je pense qu'il faut à la fois, dans la compréhension de ce qui tient un pays, il faut les deux. Il faut des quantis, des qualis, il faut des cartes, et il faut l'observation du mouvement, de l'événement. Voilà. Est-ce que le mouvement, est-ce que l'événement dit qu'il y a un peuple français dont l'imaginaire est assoupi, contrarié? Quelqu'un qui est en dépression. Pourquoi sommes-nous en dépression depuis 40 ans? S'il n'y avait pas de peuple français, on ne serait pas en dépression. On serait des veaux. On serait des veaux en disant, ben oui, il faut accepter. On ressemblerait, je ne sais pas, on serait des hybrides entre des Allemands, des Suisses et des Italiens. Non, la dépression ne veut pas dire l'absence d'énergie. Ça veut dire une énergie contrariée, l'énergie de la nation française dont l'imaginaire et la modalité d'être au monde est contrariée par un sommet de l'État et un environnement contraire à ce qu'il est. Ce qui fait que sur la grave question que vous posez sur le fond, est-ce que le peuple français ne se normalise pas? Est-ce que les jeunes générations, notamment les générations Z, parce que le patron de Jérôme Fourquet, Frédéric Dabi, qui a été aussi un de mes collaborateurs, qui dirige l'IFOP, a sorti un livre sur les nouvelles générations, leur rapport à la chose publique et tout. Et la ligne de pente de Frédéric Dabi, c'est de dire il y a un phénomène de rupture chez les nouvelles générations dans leur rapport à la République et tout. Bon, je suis sceptique à l'égard de ça, mais c'est là où je disais que votre question était importante. Je suis très attentif à ce que vous dites et à ce que dit Fourquet et Dabi, qui sont des gens sérieux, mais vous avez compris que mon approche était un peu différente de la leur. Je suis plus dans l'anthropologie et eux sont plus dans la mesure et la description. Alors, vas-y. Peut-être une. Vous parlez des articulations entre la mondialisation néolibérale et les imaginaires nationaux. Est-ce qu'on peut penser, vous prenez l'exemple de l'iPhone, qui est effectivement un exemple assez marqué justement à travers le monde, pour le coup, c'est devenu presque un deuxième calcul Big Bang, on a vu ça en économie, l'iPhone pourrait presque devenir un deuxième moyen d'utiliser économique. Peut-on imaginer que la mondialisation, que cette mondialisation puisse justement réintégrer les imaginaires nationaux? Ou est-ce qu'il est vraiment acté que cette mondialisation est en rupture totale et définitive avec les imaginaires nationaux et du coup on sera en guerre ouverte avec ces imaginaires? Oui, au fond, à votre question, merci de me laisser répondre à chacune des questions qui est importante. Au fond, votre question est un peu en résonance, effectivement, mais elle est importante. Elle est importante.
Dans mes échanges avec l'ancien patron de Cisco qui fait du hardware, France Europe Laurent Blanchard, ou avec le patron de Facebook, France Europe Proche et Moyen-Orient Laurent Soli, eux suivent et sont des acteurs les plus en pointe du numérique et suivent les datas. Et je parle sous le contrôle de Karine, on avait rencontré Laurent Soli ensemble, mais c'est que eux disent, et c'est un point d'ailleurs avec ce que vous dites, madame, et là je l'ai observé, par exemple, quand j'ai travaillé pour McDonald's, hein, c'est-à-dire qu'on va dans des McDonald's, on consomme les mêmes choses, on va sur des réseaux, mais on n'investit pas les mêmes choses. C'est pour ça qu'on ne ramène pas les individus à leur seule pratique qu'on arriverait à cartographier ou à des opinions de sondage, parce que quand un Français, un Anglais ou un Allemand répond à telle ou telle chose sur la xénophobie, le racisme, la laïcité, il y investit des choses différentes. Donc, pour répondre à votre question, ce sont des questions lourdes. Hein. La ligne de pente de Laurent Soli ou Pascal Blanchard, qui sont vraiment dans des postes d'observation, ils sont des acteurs de la tech, comme on dit, la révolution numérique, eux disent, le numérique n'homogénise pas ce que sont culturellement les peuples. Voilà ce qu'ils disent, et le fait que les peuples se renferment politiquement, tous, nonobstant leur modèle social, leur religion. Bon, vous avez vu récemment ce qui s'est passé en Suède, en Italie, mais vous avez vu le Brexit, vous avez vu Trump. Voyez le poids, la puissance dans le phénomène de décivilisation actuel vient de l'indexation des dirigeants à l'imaginaire de leur peuple. Et donc, ce que je veux dire, il y a différentes façons de répondre à votre interrogation. Alors, je ne balaie pas, vous voyez, ma prudence, et dès que je suis au contact de quelqu'un qui a en main des outils incroyables comme Facebook ou Cisco pour voir derrière des pratiques similaires ce qui se noue, moi je les interroge, hein, je ne suis pas doctrinaire, hein. S'il faut changer de grille d'analyse, pas de problème. J'ai déjà complètement basculé dans ma vie, dans mes grilles d'analyse. Donc pas de problème. Donc s'il m'intéresse moi, c'est bien comprendre le cours des choses. Donc il semblerait que le numérique, les gens pratiquent de la même façon tous ces outils, mais y investissent des choses différentes de sorte qu'ils sont agis par ce qu'ils sont. Ils sont toujours agis par ce qu'ils sont culturellement. Merci. Allez-y. Monsieur, merci beaucoup pour cette information passionnante. Moi, j'aimerais juste revenir sur un point de sociopolitique française, donc juste me concentrer sur, en quelque sorte, les mœurs hexagonales. Vous avez expliqué dans l'imaginaire français qui s'épuisait à travers trois axes, la projection dans le temps, l'espace et aussi l'incarnation d'un projet politique. Et sur ce dernier point, j'aimerais faire une remarque et ensuite une question. Il y a toujours eu cette espèce de mythe français à travers l'incarnation du pouvoir par un seul homme, mais on a souvent reproché à cette tendance son caractère un peu trop juvénile et parfois idéaliste. On les retrouve à travers les personnages de Napoléon, de Gaulle, et on a parfois une stagnation politique parce qu'on a trop souvent tendance à chercher quelque chose de la part d'autrui et non pas justement de prendre sa vie en main. Et à travers cette remarque, j'aimerais vous poser une question. Vous avez expliqué qu'en quelque sorte, les politiciens avaient perdu leur tripes parce qu'il n'y avait plus pas forcément une question de conviction, mais plus dans un projet politique pur.
Et est-ce que parce qu'on a dépossédé le peuple de sa souveraineté populaire, le peuple a peut-être lui aussi perdu ses tripes, ou son audace et son caractère, en ce sens que dans la relation mystique peuple-élite, il y a, je pense, une certaine fascination mutuelle. Et qu'en ce sens, vous avez dit par exemple, le peuple est assez docile, il peut y avoir des choses qui éclatent d'un coup comme avec les Gilets jaunes, mais lorsqu'on regarde la Révolution française ou toutes les révolutions du 19e, y a-t-il pas comme ça une sorte de dépossession du peuple lui-même à travers la dépossession de la souveraineté populaire? Oui. Bon, ce premier livre que j'ai fait, notre débat, je le mets sous le vocable d'essai, c'est-à-dire que des idées ou des pistes sont ouvertes, mais ensuite je sens bien que derrière votre question, il faut affiner l'articulation entre l'imaginaire, l'événement politique avec un grand E, quant à la rupture entre gouvernant et gouverné. Alors avec Arnaud Benedetti me pousse dans mes retranchements dans le livre par rapport à votre question. Je pense que vous l'avez évoqué, au fond, la révolution, comme on disait à l'époque, non pas la révolution française, mais la révolution, la grande révolution, et puisqu'on est ici à Lanard, c'est un régime politique qui peu à peu a épuisé sa force, car c'était une monarchie absolue qui tenait par un système pyramidal faisant que les nobles avaient un ancrage. Or, la peur de la fronde fait que Louis XIV amène tous les nobles et aristocrates qui comptent à Versailles, de sorte qu'ils sont descotchés de leurs terres, sauf en quelques régions. Et donc, les révolutionnaires de 89, hormis Camille Desmoulins, qui veut la République, tous les autres sont pour la monarchie à l'anglaise, la monarchie constitutionnelle. Ça veut dire que la force de l'incarnation, en un mot, on entend souvent dire la crise du politique en France, c'est une crise de l'efficacité politique. Non, ça veut dire quoi, l'efficacité politique? C'est l'incarnation politique, c'est-à-dire celui qui est en haut est une partie de moi. Il ne représente pas des intérêts, il est une partie de moi dans le processus même, soit de l'élection, soit du droit divin. Et quand il y a une rupture, les choses se réaménagent. J'avais été très frappé, et j'aimerais vos lumières là-dessus. J'habite non loin de la basilique de Saint-Benoît-sur-Loire, là où il y a les reliques de Saint-Benoît, communauté bénédictine, et la légende, dont je ne sais pas si elle est gagée, c'est un fait historique, dit que Jeanne d'Arc, dans cette basilique, accompagnant le futur Charles VII, il y aurait eu ce qu'on appelle la triple donation du royaume de France. C'est-à-dire que Jeanne d'Arc aurait demandé au roi de lui confier à elle le royaume de France, qu'elle remet à Dieu, et Dieu le remet à Charles VII. Vous voyez le processus, hein. C'est un système un peu plus compliqué que le spirituel et le temporel auquel je pense quand je dois pendant 1h30 expliquer à Dominique Strauss-Kahn pourquoi dans mes sondages les Français disent que c'est lui le plus compétent, mais ils veulent Ségolène Royal à l'Élysée. Donc me revient les deux corps du roi, le spirituel et le temporel, l'Europe n'étant plus la France en grand,
le pays va chercher des personnalités comme Royal Sarkozy, qui sont non pas dans la compétence, mais dans l'incarnation. Et d'ailleurs, au moment où elle va mettre la pâtée à Fabius et DSK durant la primaire, elle dit « Mais moi, je ne sais pas tout. » Alors, DSK, Fabius, pourtant, j'avais prévenu DSK, se regarde sur le thème, elle est conne, elle dit qu'elle est conne. Non, elle ne dit pas qu'elle est conne. Elle dit qu'elle va instaurer par-dessus les compétents et les crânes d'œufs un lien avec le pays, que ça forçait le pays, et ce n'est pas du registre du temporel. Hein. Donc, la question de l'incarnation et de d'où procède le pouvoir est quelque chose de très important. Mais au fond, c'est comme l'épreuve d'amour, ça se voit concrètement. Quand Jacques Chirac, pour qui je travaille, se fait élire sur la fracture sociale, et 6 mois après, pour aller à l'euro, Trichet l'a convaincu qu'il fallait donner des signes au marché, sinon le cours du spread allait s'en ressentir, et que l'Allemagne ferait les gros yeux, il fait un tête-à-queue. Il se tape le mouvement de novembre-décembre et ensuite il faut dissoudre. Pareil pour Macron, c'est-à-dire les souverains se font élire sur un explicite ou un implicite, et s'ils font des tête-à-queue, d'une façon ou d'une autre, le pays dit non. D'une façon ou d'une autre. Mais je suis sensible à ce que vous dites, c'est un couple. La souveraineté populaire, c'est un couple entre le souverain et le peuple. C'est un couple, mais jamais le peuple français ne consent à changer ce qu'il est. On ne change pas ce que l'on est. J'avais peur au début de votre question que vous posiez des questions d'ordre thérapeutique ou psychanalytique me concernant. Mais si vous me disiez, Monsieur Rosès, est-ce que vous pouvez changer? Non, je ne peux pas changer. Je peux m'améliorer, me transformer à partir de ce que je suis, mais on ne peut pas changer. Et puisqu'on est entre nous, j'ai remis une fois à Laurent Fabius une étude qualitative. Il pensait aller à une présidentielle. Et en travaillant avec les psychosociologues, on comprend que Laurent Fabius est très bien pour Matignon, mais il y a un problème pour l'Élysée. Quel est le problème ? C'est que pour aller à l'Élysée, il ne suffit pas de dire « je vous apporte mon intelligence, ma compétence ». Il faut dire « j'ai besoin de vous ». J'ai besoin de vous. Et quand, avec un peu plus de détails, et concernant Laurent Fabius, je lui fais observer que pour les Français, quand il est dans son rapport aux Français, il dit toujours « voilà ce que je vous apporte ». Il ne dit jamais « j'ai besoin de vous, aidez-moi ». Alors quand tout d'un coup, et donc il y a eu un silence de 3-4 minutes, contrairement à mon habitude, je l'ai respecté, et là il a dit « on ne peut pas changer ce que l'on est ». Et là, j'ai manqué d'expérience. J'aurais dû lui dire comme je vous réponds à vous. Non, vous avez raison, Monsieur Fabius, on ne peut pas changer ce que l'on est, mais si on a conscience d'un certain nombre de choses sur soi, on peut évoluer, se transformer. Bon. Voilà, donc les relations, le peuple français, parce que les gens à Paris pensent que les ouvriers, que ce soit des universitaires ou des technocrates, il y a un mépris pour le peuple français. Vous réunissez des ouvriers ou des Français,
il psychologise les questions politiques et il politise les questions psychologiques. C'est-à-dire qu'ils vont échanger, ils savent que c'est enregistré, ils savent qu'avec des psychosociologues, on va essayer de comprendre pourquoi ils disent telle ou telle chose, qui fait que tout d'un coup, on fait réaliser un client aussi important que Laurent Fabius qu'en politique pour aller à l'Élysée. Si on dit seulement voilà ce que je vous apporte et non pas voilà ce que je reçois de vous, les Français n'ont plus de corde de rappel. Nicolas Sarkozy, quand je travaillais pour lui, 1 an et demi avant sa victoire de 2007 pour Emmanuel Macron, que disaient ceux qui allaient voter Sarkozy? Ils disaient Sarkozy, il est toujours en mouvement. Pourquoi? Et parce qu'il a besoin d'être aimé, il a besoin d'être reconnu. Alors lui, si on les lit à l'Élysée, jamais il ne s'y responsabilisera en disant c'est pas moi, c'est Matignon, c'est Bruxelles, c'est les technos. De ce point de vue-là, ils avaient raison. Ils avaient compris la psychologie profonde des simples citoyens. Ils avaient compris la psychologie profonde et le besoin de reconnaissance de Nicolas Sarkozy. Et donc, ils savaient que lui, ils allaient l'envoyer tout en haut, mais que contrairement à Chirac et au dernier Mitterrand, il ne serait jamais un roi fainéant. Il aurait toujours à cœur de montrer que c'était lui le chef. Et lui, il était en mouvement, hein, voilà. Même à côté d'Angela Merkel. Donc, les Français psychologisent les questions politiques et politisent les questions psychologiques. Une ultime question, parce que là... Vous voulez la poser? Non, non, je laisse une ultime question. Allez. Moi, je vais lui dire une observation. Ce que vous avez dit sur Sarkozy, ça m'a rappelé ce qu'elle disait, ce qui lui a coûté cher, peu à peu d'argent. Sarkozy, t'es encore un grand enfant. Sarkozy, t'es encore un enfant. Sarkozy, ce qui est très intéressant pour Nicolas Sarkozy, c'est que c'est un avocat. C'est-à-dire, au départ, il pense faire une campagne à l'américaine sur la discrimination positive. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit les républicains, ils me font marrer. Ils disent liberté, égalité, fraternité, mais regardez la réalité dans les quartiers, c'est pas du tout ça. Donc, on va faire une campagne sur la discrimination positive. Je travaillais pour lui, il me demande de bosser avec Emmanuel Mignon, faire des caddies. On se doutait, Emmanuel Mignon et moi, que les Américains, c'était pas des Français et vice-versa. Mais on fait le caddie, et une fois qu'il voit le caddie, qui dit les choses, il change de braquet et il fait venir Henri Guénaud à ses côtés sur La Nation. Donc, l'intelligence de Nicolas Sarkozy, c'est que c'est un intuitif, il sent les choses. Évidemment, il ne connaît rien à l'histoire, à la philosophie, il ne voit pas la différence entre Maurras et Barrès, il ne voit pas la différence entre Patrick Buisson et Henri Guénaud, enfin tout ça lui échappe parce que les uns les autres ne disent pas du bien des élites, donc ils pensent que c'est la même chose, mais par contre, c'est un intuitif. Face à quelqu'un, face à une situation, il pige. Et grâce à lui, en 2008, il a réussi à convaincre Merkel, qui était une protestante obtuse, qu'au nom de la morale protestante, il ne fallait pas laisser crever les banques, parce que si on laissait crever les banques, tout le système y passait, on y passait avec. Non seulement ça, mais il a eu l'intelligence de faire venir l'anglais, parce qu'il avait compris que les Français, Merkel ne les prenait pas très au sérieux. Donc, ça, et la crise géorgienne, donc Sarkozy a tout un tas de talents, bon. Mais au fond, c'est culturellement un Américain, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On voit le monde intérieur à partir de son monde extérieur. Sa demi-sœur vit aux États-Unis et lui n'a pas vraiment réussi ses études. Donc il n'aime pas spontanément la bourgeoisie de Neuilly, qui le regardait de haut parce que son père était une sorte de bohémien un peu original et excentrique à Neuilly-sur-Seine. Donc il n'aime pas
la bourgeoisie française. Il n'aime pas l'aristocratie. Donc Marcel Gauchet m'a raconté qu'une fois à l'Élysée, Sarkozy est à côté de lui et il lui dit « Elle est belle ma montre ». Rien pour le faire chier sur le thème. On me dit que tu es un grand intellectuel, mais tu as dit une ou deux choses pas très agréables à mon propos, donc je suis en train de te dire que moi j'ai réussi. J'ai une belle montre. Non, là, n'est-ce pas, il faut... Alors, des gens ont fait des analogies, à mon avis, à tort, entre Sarkozy et Bonaparte. Je crois que c'est Henri Guénaud qui m'avait dit ça une fois, c'est un ami, il avait dit, mais tu sais, Sarko, c'est comme Napoléon, quand il arrivait dans les salons du directoire, les gens se disaient, mais c'est qui ce type improbable avec son... Et il me disait, la bourgeoisie, les aristocrates français ne l'aimaient pas. Ben, c'est pareil pour Sarkozy. Oui, mais Napoléon, il a dit « Je suis de tempérament monarchiste et d'esprit républicain ». Il a dit « Je tiens mon pouvoir que de l'imagination des Français. Quand j'en serai privé, je ne saurai rien ». En un mot, Napoléon était un homme d'action et c'était un penseur. Il avait une stratégie. Il avait compris, pour reprendre votre question, que la terreur venait de ce qui tient ensemble les Français et qui discipline leurs disputes communes, c'est le souverain et l'État. Il n'y avait plus de souverain depuis Varennes. Il n'y avait plus d'État. Donc c'était la terreur. Il fallait que revienne Napoléon, dans sa verticalité, qui refait un État, qui refait une noblesse de pacotille, la noblesse bonapartiste, pour remettre de la verticalité et stabiliser définitivement la Révolution française. Bon, Thermidor avait fait que Robespierre avait été mis de côté, mais ce que je veux dire par là, c'est que Napoléon comprenait, il avait un sens de l'histoire. Or, le problème de Sarkozy, du fait de ses origines et de ses liens paternels, c'est qu'il arrive en France comme si la France, c'était les États-Unis, une terre promise, où il suffit de montrer qu'on réussit pour qu'on soit respecté. Il me faisait penser à Bernard Tapie, que j'ai bien connu. Bernard Tapie croyait qu'en achetant un hôtel particulier, rue des Saints-Pères, le Fosséa, des meubles d'époque, un de ses amis m'avait dit des meubles de style. Je l'ai repris, je lui ai dit non, je veux dire des meubles d'époque. Ah oui, des meubles d'époque. Bon. Donc Tapie croyait que, amassant du pognon, il allait être reçu comme un croque-en-pâte dans la bourgeoisie qui, depuis le XVIIIe et le XIXe, n'a de cesse de singer l'aristocratie. Bon, ben oui, non, on n'est pas aux États-Unis. Donc, Sarkozy fait le Fouquet's le soir même. Moi, je l'avais bassiné, comme le rapporte Yasmina Reza dans son bouquin, hein, cet enculé de sondeur que j'ai gavé et qui m'emmerdait avec le spirituel et le temporel, c'était moi. Bon, il va au Fouquet's. Et son explication, c'est de dire bah, j'ai le droit d'être heureux quand même. Oui, mais on est en France. Tu fais ce que tu veux de ta vie, mais surtout, tu ne l'exposes pas. Alors, son argument ensuite, c'est de dire oui, mais moi, je ne suis pas un hypocrite. Hein. Ça va pas avec Cécilia. Bon, ben, j'ai une nouvelle vie avec Carla. Je dis aux Français. Alors qu'il faisait visiter l'Élysée en montrant les bureaux où, selon lui, ses prédécesseurs faisaient des carambodènes. Alors que lui, il est honnête. Mais les Français ne veulent pas du tout que leur souverain soit honnête. Hein. La bêtise de Jospin, à la fois lambertiste, protestant, technocrate, schramékien, croyant qu'il allait faire une bouchée de Chirac, parce que Chirac était malhonnête et lui était honnête. Ouais. Aux États-Unis, la morale est au-dessus de la politique, pour des raisons liées à l'imaginaire américain. Chez nous, la morale n'est pas au-dessus de la politique, c'est l'incarnation qui est au-dessus. Et le fait de tenir
ses obligations devant le peuple souverain. La morale, on s'en fout. La morale, on s'en fout, les gens font ce qu'ils veulent. Ils veulent surtout pas savoir qu'on préserve la dimension spirituelle des avanies du temporel. Chers Je amis, demande d'applaudir. il va falloir qu'on arrête. Stéphane Rosès acceptera de revenir Ben, bien sûr, nous présenter son livre quand il absolument. sera publié. Absolument. Merci beaucoup. Merci de À très votre bientôt. accueil.